Bonjour à toutes et à tous, alors on est ravis de se retrouver pour cette rentrée et on va commencer nos interviews de cette nouvelle année avec une interview d'actualité puisqu'elle fait suite aux élections présidentielles qui ont eu lieu en Algérie. On a et la chance et l'honneur de recevoir avec nous Brahim Mansour. Alors bonjour monsieur Mansour. Bonjour, donc Brahim Mansour, je suis chercheur associé, directeur de l'Observatoire du Maghreb à l'IRIS, l'Institut de Relations internationales et stratégiques à Paris. Vous êtes aussi un petit peu modeste parce que vous avez oublié de dire aussi que vous êtes l'auteur en 2023 d'un ouvrage au titre « L'Algérie, un rebond diplomatique » aux éditions Erol, je ne me trompe pas. Exactement. Et donc, on a pris contact avec vous, comme je disais en introduction, pour un petit peu analyser ce qui se passe aujourd'hui en Algérie. Alors, à très court terme, c'est-à-dire les résultats de cette élection présidentielle, et puis réfléchir aussi peut-être à moyen et long terme sur l'avenir d'un pays, et puis sur la place de l'Algérie, à la fois dans son espace régional et puis sur la scène internationale. Alors la première question que je voudrais vous poser, monsieur Mansour, on a vu, on enregistre le 16 septembre, donc il y a à peu près 10 jours, les résultats de l'élection présidentielle sont tombés, une victoire très confortable pour le président sortant, monsieur Tebboune. Vous, en tant que chercheur, en tant que spécialiste du pays, qu'est-ce que vous ces résultats, comment vous les analysez ? Oui, d'abord, donc il y a eu récemment donc la confirmation par la Cour constitutionnelle des résultats définitifs de cette présidentielle qui ont revu à la baisse le score donc pour le candidat le président candidat Abdelmadjid Tebboune donc qui tombe de 94% à 84% au profit des deux concurrents donc le candidat du MSP, le mouvement de la Société pour la paix qui monte donc de 3, jusqu'à 9,5. Et puis le candidat du FFS, donc le Front des Forces Socialistes, et qui passe de 3,17, je crois, à 6 et quelques. Le score obtenu par Abdelmadjid Tebboune est très important car il répond en quelque sorte à la volonté du président d'obtenir un score très élevé pour à la fois renforcer sa légitimité mais également son autorité pour le second mandat, sachant que lors du scrutin de 2019 le résultat était très faible et surtout la participation également qui était aussi très faible. Par contre, cette fête en quelque sorte a été ternie à la fois par l'organisation, je dirais même catastrophique, par l'ANI, l'autorité indépendante des élections, et qui a eu plusieurs cafouillages et par des résultats contradictoires, voire des flous au niveau du taux de participation, par exemple, qu'on a affiché le taux moyen de la participation qui était à 48% au lieu du taux réel de la participation qui ne dépassait pas les 24%. Donc cela contribue en plus d'autres contradictions de discours. Je rappelle que l'ANI qui a été créée en 2019 justement pour donner de la crédibilité au scrutin dans un contexte de fronde sociale, dans un contexte de mouvement de contestation de Hirak de 2019 qui a provoqué la chute de l'ancien président Bouteflika. Donc aujourd'hui, ces différents camouflets, je dirais, de la part de l'ANI ont contribué au contraire à discréditer encore une fois ce scrutin. Tout cela, bien évidemment, reflète le climat politique et social dans le pays sur le plan économique. Bien évidemment, l'inflation fragilise le pouvoir d'achat des classes moyennes et les couches populaires principalement, mais aussi sur le plan politique, on peut recenser aussi la répression méthodique et l'arrestation de plusieurs militants. On recense plusieurs dizaines, en tout cas, certaines sources dont des chiffres de 300 condamnés entre journalistes et militants du Hirak.
Et tout cela, bien évidemment, nourrit un sentiment de défiance et de méfiance, en tout cas, vis-à-vis du pouvoir algérien, vis-à-vis des institutions algériennes, y compris l'échéance électorale, considérée plutôt comme une formalité, comme un jeu gagné d'avance par le président sortant, qu'un mécanisme, en tout cas, aucun moyen qui reflète réellement le choix de la population. Donc même s'il faut nuancer ces résultats, on peut quand même faire un bilan des 5 ans de présidence du président Tebboune. C'est quoi ce bilan ? Concernant le bilan du mandat d'Abdelmadjid Tebboune, donc du quinquennat passé, l'avis plutôt mitigé sur le plan économique. On peut considérer quand même qu'il y a un bilan relativement positif, porté principalement par la flambée des cours pétroliers et gaziers, la crise économique, la crise énergétique causée par la guerre en Ukraine depuis 2022 a contribué à la flambée des cours, mais aussi la forte demande, notamment de l'Union européenne au gaz algérien, a permis aussi à Alger d'augmenter sa production et donc l'exportation en gaz et donc renflouer les caisses de l'État. Et comme on a pu observer, les réserves de change, par exemple, ont plus que doublé entre 2021 et 2023. Et puis, cela a permis également l'achat de la paix sociale et aussi des financements permettant de redynamiser relativement l'économie du pays, mais aussi prendre en compte des mesures sociales, ne serait-ce que l'allocation chômage qui est inédite dans l'histoire du pays et qui permet à des jeunes chômeurs, d'ailleurs plus âgés, donc jusqu'à 40 ans, de bénéficier d'une allocation chômage. Et ce qui est plus intéressant, c'est que ça permet aussi une ouverture à la couverture sociale. Et ça, c'est très important pour un jeune chômeur algérien qui, auparavant, ne bénéficiait de rien sans avoir un poste d'emploi, donc était démuni de tout. Au-delà du bénéficiaire, ça peut aussi être une bouffée d'oxygène pour toute la famille du bénéficiaire, car ça pourrait aussi participer à des petits achats quotidiens pour une famille algérienne dont, je répète, le pouvoir d'achat a été gravement impacté par l'inflation qui a atteint 13% en 2023, qui est aujourd'hui stabilisée à environ 10%. Cette dynamique économique a été freinée en quelque sorte par une forme de stagnation politique, une opacité et un flou qui n'a pas incité un engouement, en tout cas des investisseurs étrangers comme on l'aurait souhaité. Sur le plan politique, on peut aussi déplorer la restriction des libertés d'expression. L'espace politico-médiatique est très étouffé par la répression qui s'est abattue sur le pays depuis 2019. Donc c'était une réaction des autorités algériennes vis-à-vis du mouvement de protestation. On pourrait aussi noter le taux très bas récolté par les deux candidats d'opposition, car cela reflète aussi, je dirais, la situation de désintégration des partis politiques en Algérie, compte tenu de la fermeture de l'espace politico-médiatique qui est très encadré par les dirigeants. Alors je le disais en présentation, vous êtes l'auteur de l'ouvrage « L'Algérie, un rebond diplomatique ». Alors je le dis pour nos spectateurs, c'est l'un des livres les plus récents, voire même un des seuls livres sur la géopolitique de l'Algérie. Et en le lisant cet ouvrage, j'ai eu l'impression, alors peut-être détrompez-moi si j'ai tort, j'avais l'impression qu'il s'agisse de l'échelle nationale ou internationale, l'Algérie aujourd'hui elle est un petit peu à la recherche d'un modèle. Elle reste un petit peu entre différentes polarités. Et je me pose la question, finalement, quels sont aujourd'hui les défis à relever à la fois sur le plan national, vous avez commencé à en parler avec l'inflation, des choses comme ça, et sur le plan international pour le nouveau gouvernement, ou alors le gouvernement qui continue d'Abdelmadjid Tebboune?
Dans le livre, justement, je pars du principe que la politique étrangère est intrinsèquement liée à la politique intérieure du pays, et le cas algérien est un exemple très intéressant, car, comme on peut l'observer, la crise économique et politique à l'intérieur du pays a provoqué, dans les années 80, un repli diplomatique qui a duré plusieurs années. Et aujourd'hui, ce qu'on a pu observer, c'est qu'il y a une volonté affichée par les autorités algériennes, par le gouvernement algérien depuis l'élection de Tebboune, de revenir sur la scène régionale et internationale et de capitaliser en quelque sorte sur l'héritage acquis lors des années 60-70. Par contre, cette volonté affichée de revenir sur la scène internationale, même si elle est accompagnée par la crise énergétique qui a conforté l'ambition algérienne et qui donne aussi une importance géostratégique au pays, qu'on pouvait observer à travers les différentes visites, un balai diplomatique lors de visites de chefs d'État, en tout cas de hauts responsables de différents pays, y compris les puissances mondiales, en France, les États-Unis, la Russie, la Chine, et visite d'État aussi du chef d'État algérien vers la Chine, la Turquie, la Russie, et entre autres. Et puis, cette volonté, par contre, évolue dans un environnement régional très tendu, un contexte aussi géopolitique mondial très tendu, marqué par le clivage entre la Russie d'une part et les Occidentaux dirigés par les États-Unis. Et cela, bien évidemment, pèse lourd sur un pays comme l'Algérie, qui a une diplomatie orientée vers plus de neutralité, héritière du mouvement des non-alignés dans les années 60-70. Donc aujourd'hui, l'Algérie est à la fois un partenaire très important de la Russie, qui est l'Algérie le troisième client de l'armement russe, et la Russie le premier fournisseur de l'Algérie à 75% environ, même si l'importation de l'armement russe a beaucoup baissé dans le contexte des sanctions. Sur le plan régional, on peut citer d'abord l'escalade des tensions avec le voisin marocain, et donc Rabat, qui ne cesse d'enregistrer des succès diplomatiques avec une série de reconnaissances de sa souveraineté sur le Sahara occidental, notamment celle des États-Unis sous Donald Trump en 2020, et qui a rapidement déclenché des affrontements armés entre les forces marocaines et le Front Polisario soutenu par l'Algérie. Cela dit, pendant cette année, il y a eu une série d'événements qui ont également accéléré, je dirais, cette escalade. Pour ne citer que l'affaire Pegasus, l'affaire d'espionnage Pegasus. Donc les Algériens accusent Rabat d'espionner des officiels algériens, y compris de hauts responsables, par le logiciel israélien. Ensuite, il y a eu aussi les propos du diplomate marocain, du représentant marocain à l'ONU, Omar Hilal, qui annonçait l'été 2021 également son soutien à ce qu'il appelait l'autodétermination du peuple kabyle, en représailles au soutien algérien à l'autodétermination du Sahara occidental. Tout cela, bien évidemment, a contribué à cette escalade des tensions qui s'est culminée par la décision algérienne de rompre les relations diplomatiques, sachant que les frontières terrestres étaient déjà fermées depuis 1994. Alors vous parlez justement du rôle, des tensions à l'ouest de l'Algérie, mais il y a aussi malheureusement pour le pays des tensions au sud et à l'est, donc avec respectivement toute la bande sahélienne et notamment les frontières avec le Mali, je pense à celle-là, ou aussi avec la Libye à l'est. Quel rôle l'Algérie peut jouer ? Alors, quel rôle l'Algérie joue et peut jouer dans un environnement régional quand même assez compliqué ?
Oui, bien sûr. Au-delà, donc en plus de ces tensions avec le voisin marocain, il s'est constitué en tout cas tout un axe de crise aux frontières algériennes. Donc je rappelle aussi que l'Algérie partage, avec sa géographie gigantesque, partage des frontières avec l'ensemble des pays du Maghreb, donc du Tunisie jusqu'au Maroc, mais aussi avec des pays du Sahel, dont le Mali et le Niger. Et cela a des conséquences bien évidemment par rapport à l'instabilité qui s'est développée depuis notamment 2011 avec la chute du régime Kadhafi en Libye qui a plongé dans le chaos avec l'émergence d'une guerre civile entre différentes forces politiques, différentes milices. Aujourd'hui, le pays divisé entre deux gouvernements principaux. À l'est, le gouvernement à Tobrouk est soutenu par l'autoproclamée armée nationale libyenne dirigée par le maréchal Haftar et qui a des relations très tendues avec l'Algérie, car l'Algérie aussi fait partie des pays qui soutiennent la solution onusienne, donc qui reconnaît le gouvernement à Tripoli, appelé donc le gouvernement d'unité nationale, un gouvernement de transition censé gérer donc les élections pour sortir le pays de ce vide politique et de cette crise. Aujourd'hui, la situation en Libye reste toujours inquiétante malgré, je dirais, l'apaisement relatif au niveau des affrontements armés. Je rappelle que le maréchal Haftar, qui a échoué lors de son offensive en 2020 sur Tripoli, notamment grâce à l'intervention militaire turque, aujourd'hui est on soupçonne encore une fois une tentative d'un nouvel assaut sur Tripoli, car il est en train de positionner ses hommes au sud, mais aussi à Ghadamès, aux frontières avec l'Algérie et la Tunisie, ce qui inquiète bien évidemment les autorités algériennes. Je rappelle aussi l'antécédent très inquiétant pour les Algériens, la prise d'otages qui s'est déroulée au niveau du site gazier à Ain Aminas, donc aux frontières libyennes, et dont l'assaut a été lancé par des hommes d'Al-Qaïda depuis la Libye. Au niveau des frontières maliennes, la situation se dégrade également. L'Algérie partage environ 1400 kilomètres de frontières avec le Mali, dans un territoire désertique, avec surtout une mobilité entre les populations touareg algériennes et maliennes très importante, régie même par des accords anciens entre les différents pays maghrébins et sahéliens sur la mobilité des touaregs qui vivent entre les différents pays. Aujourd'hui, les récents développements au Mali, depuis les 2 coups d'État qui ont porté notamment Assimi Goïta au pouvoir, portent une nouvelle stratégie, une nouvelle vision en tout cas au Mali, avec cette volonté affichée de reprendre par la force le Nord Mali qui abrite les rebelles touaregs avec lesquels les Algériens entretiennent de très bonnes relations. Je rappelle aussi qu'historiquement l'Algérie a toujours entretenu de très bonnes relations avec les autorités maliennes depuis les différentes crises, et c'est l'Algérie qui a joué un rôle de médiateur à travers les différentes crises intermaliennes qui ont secoué le pays, que ce soit en 63 par exemple, en 92 et dans le dernier en 2015 avec la signature de ce qu'on a appelé l'accord d'Alger, donc un accord de paix signé entre les autorités maliennes et les rebelles touaregs, les Azawad avec d'autres rebelles touaregs du Nord. Et cela n'a pas donné lieu bien évidemment à un apaisement de la crise libyenne pour différentes raisons. On peut aussi citer la présence de groupes djihadistes à l'époque, notamment dans les années 2012-2013, dans le sillage de l'émergence de Daesh en Syrie, qui a pu développer des foyers, en tout cas des foyers en Libye, mais surtout au Mali, et puis des rebelles touaregs lourdement
armée, notamment en raison du flux des armes libyennes avec la chute du régime Kadhafi, de son armée, avec la chute du régime Kadhafi, la désintégration de son armée. Donc des stocks d'armes ont été spoliés et revendus à travers la région à des rebelles ou également à des groupes terroristes. La France, avec la fin de l'opération Barkhane, qui a été dont la présence a été critiquée par les autorités maliennes et qui ont demandé tout simplement à l'armée française de quitter le territoire, fait partie aussi de ces bouleversements au niveau malien, mais aussi au niveau régional, car c'est une série de développements et de coups d'État qui touchent également le Niger et d'autres pays de la région et qui modifient la configuration politique de ces pays, mais aussi géopolitique régionale. La politique étrangère au niveau régional a été aussi mise en difficulté par la présence d'acteurs étrangers beaucoup plus agressifs, beaucoup plus, je dirais, intrusifs et actifs. Notamment la Turquie, donc très présente en Libye, comme je le disais, et puis les Émirats arabes unis, qui soutient le maréchal Haftar, par exemple, mais apporte soutien également à Bamako, et puis la présence donc du groupe paramilitaire Wagner suscite également des interrogations au-delà de l'instabilité que cela provoque. Ma dernière question, puisqu'on s'interroge sur l'avenir des relations entre l'Algérie et des pays étrangers, quand on parle de l'Algérie, en tout cas vu d'un point de vue français, on se pose toujours la question des relations franco-algériennes. Dernièrement, donc cet été, Emmanuel Macron n'a pas officiellement reconnu, je cite, la marocanité du Sahara occidental, mais a fait quand même passer le mot, me semble-t-il. Est-ce que, bien sûr suscitant la colère d'Alger, est-ce que, selon vous, spécialiste de l'Algérie, est-ce que c'est une énième péripétie dans les relations complexes entre les deux pays, ou est-ce que, au contraire, ça préfigure une évolution des relations entre la France et l'Algérie ? Cela, bien évidemment, a irrité les autorités algériennes qui ont rapidement rappelé, voire retiré l'ambassadeur algérien à Paris, qui est toujours à Alger à ce jour. Et cela a entraîné, bien évidemment, la suspension de différentes conventions de coopération entre les deux pays, notamment les laissez-passer consulaires pour les fameux OQTF, c'est-à-dire pour les Algériens en situation irrégulière sur le territoire algérien, qui permettaient, donc ces laissez-passer devraient permettre aux autorités françaises de refouler ou d'expulser des Algériens qui se trouvent en situation irrégulière sur le territoire français. Pour le moment, la réaction d'Alger n'est pas allée au-delà. Pour l'avenir, je dirais, des relations entre les deux pays, où la réaction d'Alger est suspendue, je dirais, entre deux scénarios possibles. Les autorités algériennes pourraient temporiser compte tenu les relations très importantes entre les deux pays. Je rappelle que malgré les difficultés historiques et les relations, je dirais, complexes entre les deux pays, les rapports, la coopération, notamment sur le plan économique entre les deux pays, reste très importante. Je rappelle que la France est le deuxième fournisseur de l'Algérie et c'est le troisième client de l'Algérie, notamment dans le domaine énergétique. En même temps, d'autres signaux et d'autres exemples vont dans le sens d'un climat de tension qui va durer. Donc le rappel de l'ambassadeur, mais également le revirement espagnol sur le dossier du Sahara occidental en 2021 a rapidement été suivi par une riposte algérienne qui a suspendu d'abord l'accord d'amitié et de coopération entre les deux pays signé en 2003 et donc de fait a bloqué l'importation de plusieurs produits espagnols. Et cette crise a duré plusieurs mois.
Et puis, je rappelle également que la question du Sahara occidental reste un dossier, fait partie des socles de la diplomatie algérienne, et c'est un dossier que l'Algérie suit de près depuis plusieurs décennies, donc depuis 1975, et qui n'est pas, qui est à mon sens et qui n'est pas, à mon sens, extricable de l'ancien différend frontalier qui a opposé les deux pays entre l'Algérie et le Maroc. Alors, je le rappelle, Brahim Mansour, vous êtes l'auteur, vous êtes chercheur associé à l'IRIS, vous êtes directeur aussi de l'Observatoire du Maghreb, et vous êtes l'auteur en 2023 aux éditions Erol de l'ouvrage « L'Algérie, un rebond diplomatique ». Merci beaucoup pour ces réponses. Merci à vous.